I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. This is Apollo 7 launch control. We passed the 6-minute mark in our countdown for Apollo 11, the flight to land of the first men on the moon. Project Apollo to go to the moon became the single greatest cooperative effort, short of war, ever known to the human race. All the second stage tanks now pressurized. Good luck and Godspeed. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. 85 seconds and counting. I don't think there could have been any more exciting time in the history of man. Astronauts report it feels good. 12, 11, We were going 10, to beat the Russians to the 9, moon. ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. What seemed, for a long, long time, totally impossible was accomplished. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. The eyes of the world now look into space, to the moon, and to the planets beyond. Histoire de l'aviation, la conquête de l'espace, destination Lune. C'est d'ici, sur ce cap de Floride, Cap Canaveral, il y a un peu plus de 25 ans, qu'est partie la plus grande aventure jamais entreprise par l'homme. C'est par une journée comme celle-ci que l'un des plus vieux rêves de l'humanité devait se réaliser. 3 hommes se préparaient à aller sur la Lune et à revenir sur Terre. C'était un tournant pour l'histoire de l'homme. En cas de réussite de la mission, l'espèce humaine n'était plus condamnée à vivre indéfiniment sur la Terre. C'était le premier pas vers les étoiles. C'était l'événement le plus important de l'histoire. C'était véritablement historique. La première fois qu'un homme allait sur la Lune, ça paraissait impossible. C'était l'aboutissement de toutes les connaissances que l'homme avait accumulées jusque-là. Nous sommes le 16 juillet 1969, il est 4h30 du matin. Les 3 astronautes, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, vérifient l'étanchéité de leur combinaison. À l'extérieur, les projecteurs de la télévision scrutent les ténèbres. Sur la plage de Cocoa Beach, chez ceux qui sont venus célébrer l'événement, l'ambiance de fête fait place à une tension angoissée. Des milliers de gens se sont rassemblés le long de la route. 3000 journalistes sont là et 1 millier sont présents au centre de contrôle de Houston. On compte plus d'1 million de personnes en tout. À la veille de la plus grande aventure humaine, le monde entier retient son souffle. Je crois qu'il n'y a jamais eu de moment plus enthousiasmant dans l'histoire que la période qui a précédé le lancement à Cocoa Beach. Au moment précis où nous étions prêts à lancer un homme dans l'espace et y parvenir, tout le monde se sentait impliqué dans la mission. Du plus petit balayeur jusqu'aux techniciens les plus importants. Von Braun, les astronautes, tout le monde était tendu vers un seul but, explorer l'espace, le conquérir, dépasser l'atmosphère. C'était impressionnant de voir à quel point tout le monde se sentait intensément concerné. C'est le départ. Un véhicule amène les 3 astronautes vers la rampe 39A. 3 hommes grâce à qui le monde ne sera jamais plus tout à fait le même. Le risque semblait si énorme. C'était une entreprise tellement courageuse qu'on avait peine à croire que ça allait se réaliser. C'était tellement risqué qu'on pouvait penser qu'aucune personne en possession de toute sa tête ne tenterait une telle mission.
Nous avons sélectionné un petit groupe d'astronautes qui se sentaient capables d'effectuer n'importe quelle opération dans l'espace. On peut résumer l'état d'esprit qui régnait chez eux de la manière suivante. Donnez-nous juste des moufles et un short et tout se passera bien. Pendant toute la période qui a précédé le moment du départ, nous étions inquiets qu'il se passe quelque chose qui interrompe la mission. L'ascenseur s'élève. À 6h52, Armstrong, Collins et Aldrin pénètrent dans la fusée. On scelle les accès. Les astronautes sont seuls. Apollo Saturn Launch Control, we passed the 6-minute mark in our countdown for Apollo 11, the flight to land of the first men on the moon. We're on time at the present. Au centre de contrôle de Houston, l'équipe de contrôle verrouille la porte de la salle. L'ambiance est un mélange d'optimisme outrancier et d'anxiété insoutenable. Quand je suis entré dans la salle de contrôle ce jour-là, j'ai senti l'atmosphère d'une journée d'exception. Notre mission était en route. Il n'était pas seulement question d'essayer, mais de réussir. Il s'agissait de faire atterrir un homme sur la Lune. Ce fut un moment émouvant lorsque j'ai annoncé à l'équipe des contrôleurs « Eh bien voilà, aujourd'hui, nous allons réaliser un vol dans la Lune. » Heure H, moins 60 secondes. La fusée géante Saturne V gronde et exhale des vapeurs tel un dragon impatient. Au centre de contrôle, les chercheurs et les ingénieurs sont inquiets devant l'inconnu. Nous étions beaucoup entraînés à réagir en cas d'anomalie ou de circonstances imprévues. Mais on s'inquiète toujours de ce qu'on n'a pas prévu et de ce pourquoi on n'est pas préparé. La plupart d'entre nous croyaient à ce que symbolise le dieu Apollon. C'est-à-dire que si l'on s'entraîne régulièrement, on finit par réussir. À la NASA, tout le monde était entraîné. Les astronautes, les contrôleurs de vol, tout le monde. Tout le monde était prêt à réaliser cette chose qui semblait complètement folle. Heure H, moins 40 secondes. Le directeur des équipes de vol, Dick Slayton, s'inquiète de l'état physique et mental des astronautes. Ils sont fatigués. La pression et les longues heures d'entraînement commencent à peser. Mais les astronautes font savoir qu'ils se sentent en pleine forme. Stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go with Apollo 11. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Roger, we got a roll. Tower clear. Roger, roll. Il est 9h32 sur la côte est des États-Unis. Nous sommes le 16 juillet 1969. Les 5 moteurs F1 de la fusée Saturne hissent l'engin dans le ciel. Au cours des 9 premières secondes de vol, ils vont consommer plus de 38 tonnes de carburant. L'onde sonore fait vibrer la Terre comme si une éruption volcanique allait se produire. Sanglés dans leur capsule, Armstrong, Collins et Aldrin s'élèvent dans le ciel. Le voyant d'allumage des moteurs s'est allumé et l'onde sonore a déferlé sur le désert avec une force gigantesque jusqu'à nous. On pouvait presque la palper. Ce fut un moment d'émotion intense. Il y avait des hommes à bord de cet engin et ces hommes partaient pour une mission extrêmement périlleuse.
Il est probable qu'aucune aventure humaine n'ait été lancée avec autant de tumulte que le lancement de la fusée Saturne V portant le vaisseau spatial Apollo. Le vrombissement est venu jusqu'à nous comme pour annoncer l'importance de ce vol à tous ceux qui étaient présents. Il s'agissait de nous, c'était l'humanité tout entière qui partait vers la Lune. Cela semblait difficile à croire. Une fusée emportant des hommes à son bord s'envolait pour la Lune. C'était la science qui avait rendu possible cette aventure. Mais toute cette technologie avait trouvé son impulsion première dans l'esprit de certains visionnaires de l'espace. C'est en Russie, sous le règne du tsar Nicolas II, qu'un instituteur russe, Konstantin Tsiolkovsky, s'intéressa au voyage dans la Lune. Il inventa la théorie du mouvement réactif. Il imagina une fusée propulsée par un mélange d'hydrogène et d'oxygène liquide. Rien à voir avec les 200 tonnes de poudre auxquelles Jules Verne avait pensé. 20 ans après, de l'autre côté du monde, un autre visionnaire réfléchit lui aussi à un voyage dans la Lune. C'était le savant américain Robert Goddard. En 1926, il réalisa ce que Tsiolkovsky avait imaginé en lançant la première fusée à carburant liquide. Le vol ne dura que 2 secondes et demie et atteignit une hauteur de 12 mètres. Mais la technologie qui devait permettre à l'homme de marcher sur la Lune était née. Hermann Oberth fut le 3e grand pionnier de la conquête de l'espace. Il connaissait bien les œuvres de Jules Verne et de Wells. Il écrivit un livre sur les voyages interplanétaires qui popularisa l'idée du voyage dans l'espace et des fusées. Parmi ceux qui travaillèrent avec Oberth, il y avait un jeune étudiant de 18 ans, Werner von Braun, qui devint plus tard le spécialiste des fusées en Allemagne et devait par la suite mener l'homme dans la Lune. Von Braun était un homme doué d'un ensemble de caractéristiques exceptionnelles. C'était un visionnaire. On peut le constater déjà dans le journal qu'il tenait enfant, dans ses dessins, dans les rêves qu'il faisait, et tous les témoignages de ses camarades d'enfance le prouvent. C'était aussi un ingénieur excellent. Il a conçu des choses extraordinaires, comme cette immense station spatiale avec 70 personnes à bord pour atteindre Mars. C'est une conception grandiose. En tant qu'ingénieur, il était très conventionnel. Il savait travailler avec d'autres personnes. Il avait les qualités d'un véritable politicien, un sens des relations publiques hors pair. Il a dit un jour, pour obtenir le soutien nécessaire à un véritable programme spatial, il faut faire appel au public. Et la conquête de l'espace est ce que von Braun avait prévu. Pendant ce temps, dans les plaines venteuses du Kazakhstan, le grand savant russe Serge Pavlov-Korolev concevait la fusée qui allait permettre à l'homme d'effectuer son premier vol dans l'espace. Le 4 octobre 1957, les Soviétiques lancèrent le Spoutnik, qui devait être le premier satellite artificiel de la Terre. Il ne s'agissait que d'une petite boule de fil et de métal, dont le poids n'excédait pas 80 kg. Mais ce succès était le premier pas vers le voyage dans la Lune et la conquête de l'espace. Après le décollage, le moment critique était la traversée de l'atmosphère, puis la séparation des propulseurs d'appoint. Tout ça s'est passé de manière très rapprochée. Tous ces moments de tension se sont enchaînés avec la tension du départ. Ensuite, il y eut la longue croisière jusqu'à la Lune. La cabine tournait lentement sur elle-même à raison d'1 tour par minute. Et on pouvait voir passer la Lune tout doucement par le hublot. Puis, après la Lune, on voyait passer la Terre. C'était fantastique. Quand ils se sont rapprochés de la Lune, il a fallu que l'engin fasse quelques petites corrections intermédiaires pour se mettre sur la bonne trajectoire. Ensuite, le moment critique a été la mise sur orbite autour de la Lune. Tous ceux qui connaissaient l'enchaînement des opérations avaient les yeux braqués sur leurs écrans vidéo pour voir ce qui se passait à Houston et dans la cabine à ce moment-là.
Il y a eu une véritable explosion de joie quand on a vu qu'ils avaient réussi à se mettre sur orbite. Il y a maintenant 83 heures et 2 minutes qu'Apollo est en vol. Les astronautes vont maintenant utiliser le module lunaire. Eagle, l'aigle. C'était la première fois que le nom convenu retentissait. Il retentit aussi à 400 000 km de là, sur la Terre. Quand le soleil était au zénith et qu'il était midi sur la Lune, elle avait l'air d'un endroit doux et accueillant. Mais quand il se levait ou se couchait, elle prenait une toute autre apparence. L'ombre des cratères s'allongeait et ça devenait un endroit vraiment inhospitalier. Il semblait à peine croyable que seulement 12 ans se soient écoulés depuis le vol de Spoutnik. L'annonce de la mise en orbite du Spoutnik a provoqué une sorte de réveil de la technologie en Amérique. Nous nous étions toujours considérés comme supérieurs dans le domaine de la recherche scientifique. Pour les Américains, il était difficile d'accepter l'idée que les Soviétiques, avec tout ce que le régime bolchevique représentait pour nous d'inférieur en termes de mode de vie et de degré de développement, soient en avance sur nous. Lorsque le succès du Spoutnik a été connu, les Américains furent complètement atterrés de n'être que les seconds. Puis les Soviétiques ont lancé des engins avec des chiens à bord. Le 7 octobre 1958, exactement 1 an et 3 jours après le lancement du Spoutnik, naquit le programme Mercury. L'Amérique entrait ainsi officiellement dans un projet de lancement d'un homme dans l'espace. Avec le programme Mercury, il s'agissait de passer du vol en avion au vol dans l'espace. C'était quelque chose de complètement nouveau. Nous explorions un domaine entièrement inconnu. Nous ne savions pas exactement ce que nous faisions, mais nous le faisions tous les jours. Nous étions trop jeunes pour avoir peur de nous lancer dans quoi que ce soit. Nous aimions le défi, mais ce fut bien plus difficile que nous ne l'avions imaginé. Nous progressions de manière totalement inexpérimentée dans nos recherches. Nous avons eu beaucoup de chance. C'est la confiance qui nous a fait avancer. As Project Mercury got underway, production of Redstone launch vehicles began at the Marshall Space Flight Center. Careful, individual production of vehicles earmarked for Mercury from the day the first bolt came into the plant. En avril 1959, un peu plus d'1 an après le lancement du premier satellite américain Explorer 1, 7 hommes allaient devenir les nouveaux héros du XXe siècle. Alan Shepard, John Glenn, Gus Grissom, Scott Carpenter, Wally Schirra, Gordon Cooper et Dick Slayton furent désignés pour former la première équipe d'astronautes américains. Tout à coup, nous sommes devenus célèbres. J'étais lieutenant, je pilotais un F-4 comme pas mal de gars, et du jour au lendemain, je suis devenu quelqu'un d'unique, ou presque. Nous sommes allés tous les 7 à la base d'Edwards, où nous avons rencontré Scott Crossfield, que j'ai toujours admiré. Il nous a regardés de haut et nous a dit « Pourquoi êtes-vous si connu? Vous n'avez encore rien fait. » Et c'était vrai, mais c'est comme ça que nous avons été reçus. Ça nous a rapprochés, nous sommes devenus des frères. Nous étions devenus des héros, des gens dont le nom resterait dans les livres d'histoire. Mais vous savez, quand on est assis sur 2700 tonnes de carburant hautement explosif, c'est vraiment la dernière chose à laquelle on pense. À Cap Canaveral, au printemps 1961, les astronautes américains du projet Mercury font des paris sur celui d'entre eux qui sera le premier dans l'espace. Tout est prêt. C'est une alliance extraordinaire de technique et de puissance pure. La fusée attend sur la rampe numéro 5. Pendant ce temps, en Russie, Yuri Gagarin se prépare à ébahir le monde. Le 12 avril 1961, à 9h07, heure de Moscou, il est envoyé dans l'espace. À son retour, il déclarera « J'ai bien regardé, mais je n'ai pas vu Dieu ». Werner von Braun, dépité, fit remarquer que lorsque nous arriverions sur la Lune,
il nous faudrait passer par la douane soviétique. Le vol de Youri Gagarin, le premier vol habité dans l'espace, captiva l'attention des gens dans le monde entier. Mais il donna aussi un coup de fouet au programme américain. Les soviétiques venaient de battre les Américains dans l'espace pour la deuxième fois. La première fois avec le satellite, la deuxième avec le premier vol habité. Nous étions en train d'étudier la possibilité d'un vol sur orbite, et voilà que les Soviétiques envoient Gagarine autour de la Terre. Puis Titov. Ça nous a donné un sacré coup au moral. Mais nous nous sommes accrochés. Au lieu d'abandonner, nous nous sommes remis au travail et nous avons tenu bon. La principale difficulté était de mettre au point un lanceur assez puissant pour emporter un engin habité. May 1st, 1961. Less than 2.5 years from Project Mercury initiation. Countdown for a manned flight was in progress. And that's the day that you will never forget. Moins d'un mois après le vol de Gagarine, les Américains se préparaient à s'aventurer dans le monde inconnu de l'espace. La foule et la presse étaient déjà fascinés par cette course vers l'espace. La presse s'intéressa à nous, mais en fait, nous sommes devenus des héros simplement parce que nous avons été volontaires pour remplacer des chimpanzés, c'est tout. Je ne me considère pas comme un héros pour ça. Nous en plaisantions entre nous. À cette époque-là, je raconte souvent que nous recevions des télégrammes de la SPA nous demandant d'arrêter les vols expérimentaux avec les singes. Alors on a fait voler Alan Shepard. Il n'aime pas trop le raconter. Shepard doesn't tell that story as often as I do. Le 5 mai 1961, Alan Shepard s'envola de Cap Canaveral dans l'espace sur la fusée conçue par von Braun. Elle s'appelait Freedom 7. L'Amérique venait enfin d'envoyer un homme dans l'espace. Une chose très intéressante est arrivée après mon vol sur Freedom 7. Nous sommes allés à Washington pour être décorés par le président Kennedy et défiler avec Johnson, qui était vice-président. Et nous devions repartir l'après-midi même. Au dernier moment, Kennedy nous a dit « Quand le défilé sera terminé, revenez me voir pour une réunion ». Ça n'était pas prévu. Nous sommes retournés dans le bureau ovale et là, il nous a dit « Maintenant, racontez-moi, comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous avez ressenti ?» Tout l'intéressait. Le 27 mai 1961, 21 jours seulement après le premier vol d'Alan Shepard, le président Kennedy prit un risque énorme en face du Congrès des États-Unis. Il promit devant le monde entier que l'Amérique enverrait un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Il mit en jeu et sa réputation et sa carrière politique sur la réalisation du plus vieux rêve de l'homme. Les historiens ont dit que c'était un acte politique. Je pense que tout ce qui se fait à la Maison-Blanche est considéré comme un acte politique. Mais je suis convaincu que c'était une décision personnelle. Pour moi, ce n'était pas un acte politique. J'ai reçu un coup de téléphone en Virginie m'annonçant la visite du président à Houston, au Texas. On me demandait d'aller au Texas en tant que directeur d'une partie du projet et d'expliquer au président comment nous allions nous y prendre pour envoyer un homme sur la Lune. J'ai répondu, vous plaisantez, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre, mais je peux vous dire que je me suis débrouillé pour trouver quelque chose. Ça m'a pris 2 semaines et je suis allé expliquer au président comment nous allions envoyer un homme sur la Lune. Kennedy avait été élevé dans une famille où on aimait les défis. Les Soviétiques avaient défié notre pays en envoyant un homme dans l'espace avant nous. Il avait bien l'intention de relever ce défi. Il tenait vraiment à prouver au monde que l'Amérique était le pays le plus avancé technologiquement. Moins de 9 mois plus tard, le 20 février 1962, des dizaines de millions de téléspectateurs dans le monde purent voir la fusée Mercury emportant John Glenn monter dans le ciel pour effectuer 3 révolutions autour de la Terre.
Le vol allait durer 4 heures et 55 minutes. Glenn était le premier astronaute américain à voir le Soleil se lever et se coucher à une distance de 320 km de la Terre. Il y restait beaucoup de choses à apprendre. C'était le but de ces premiers vols. Al Shepard effectua le premier vol, puis Gus Grissom. C'étaient des vols suborbitaux, des allers-retours de 15 à 20 minutes. Mon vol fut le premier vol orbital. Nous avions acquis une certaine expérience du vol en apesanteur pour pouvoir réagir au cas où il y aurait eu un problème. À son retour sur Terre, John Glenn devint un héros national. Et l'objectif initial du projet Mercury, placer un homme sur orbite, avait été atteint. Après 3 autres vols Mercury réussis, il était temps de passer au programme Gemini et de faire un autre pas vers la Lune. Nous avions commencé avec Mercury, puis le président Kennedy a dit « Allons sur la Lune ». Certains ont pensé que nous pourrions le faire tout de suite après, mais nous n'étions pas prêts. Il fallait perfectionner tout le processus. Je crois que les progrès à partir de Mercury se sont faits très vite. Le programme Gemini était un programme intermédiaire. Il nous a permis d'apprendre un certain nombre de choses qui étaient nécessaires pour ensuite aller dans la Lune. Gemini était donc une étape vers Apollo. Ce n'était pas un programme en soi. Le programme Gemini n'était qu'une étape, mais chacun de ces 10 vols fascinèrent l'imagination du public. Des milliers de spectateurs regardèrent Ed White sortir dans l'espace lors du vol Gemini 4. Relié par un cordon à la capsule, White resta 22 minutes dans l'espace. 6 mois plus tard, en décembre 65, sur Gemini 7, Frank Borman et James Lowell établirent le record de durée en vol dans l'espace avec 14 jours et réalisèrent l'objectif initial du programme Gemini, l'arrimage sur orbite avec Gemini 6, piloté par Wally Schirra et Tom Stafford. Lors de ce vol sur Gemini avec Stafford, nous avons rejoint Gemini 7, c'était notre destination. Gemini 7 tentait de prouver que la capsule pouvait rester 2 semaines dans l'espace, le temps qu'il fallait pour aller dans la Lune et revenir, 11 jours. 3 jours pour y aller, 3 ou 4 sur place et 3 jours pour revenir. Il fallait que les engins et les hommes tiennent pendant cette durée. Mais rien n'était joué. Cooper était resté 24 heures dans l'espace sur Mercury, mais c'était tout. C'était une mission très importante. Le programme Apollo, c'était d'abord une fusée géante, Saturne V, mais aussi un module lunaire et un module de commande qui devaient se donner rendez-vous autour de la Lune. Si ce rendez-vous avait été impossible, cela aurait changé la suite du programme. Le programme Gemini avait été un succès total. La route vers la Lune se poursuivait. Comme l'avait promis le président Kennedy, le projet Apollo devait faire débarquer un homme sur la Lune avant la fin des années 60. Mais la question restait posée. Qui y parviendrait le premier? Les Américains ou les Soviétiques? Ils étaient en avance sur nous, ça ne fait aucun doute. Ils nous ont battus plusieurs fois. Pour le premier vol sur orbite, le premier homme à marcher dans l'espace, la première femme dans l'espace. Ils sont même allés sur la Lune avant nous avec un engin inhabité. Pendant plusieurs années, ils ont fait la course en tête. Nous faisions ce que nous pouvions pour les rattraper. Mais vers le milieu des années 60, ils se sont effondrés. Ce n'est pas tant leur technologie qui s'est effondrée que leur direction technique. Ça a été un coup très dur pour eux. Les petites rivalités existant entre nos différents services n'étaient que des problèmes mineurs à côté de ça. Ça a paralysé leur développement et ça leur a fait perdre la course. Avant même le premier lancement d'Apollo, une catastrophe allait frapper le programme spatial américain. Le 27 janvier 1967, lors des derniers préparatifs de ce qui devait être son premier vol emportant des hommes, un incendie éclata à l'intérieur du module de commande, tuant les 3 astronautes, Gus Grissom, Ed White
et Roger Chaffee. J'étais assis à cet endroit quand ils sont morts. Et j'ai tout entendu. Nous avons connu aussi bien de grandes peines que de grandes joies dans cette salle. Mais c'est ce qui fait toutes les expériences qui valent la peine. Ce sont les émotions. Il y eut, pendant les années du programme Apollo, des moments d'émotion. À Noël 1968, avec Apollo 8, Frank Borman, Jim Lovell et Bill Anders, premiers astronautes américains à se placer en orbite autour de la Lune, lurent le début de la Genèse. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. Apollo 8 fut un vol particulier. Nous étions les premiers, Borman, Anders et moi, à approcher de la surface de la Lune. Tout d'abord, tout ce que nous avons vu était le noir du ciel. Puis, nous avons fait effectuer une rotation de 180 degrés à la capsule. Et là, juste en dessous de nous, à environ 100 km, nous avons vu les cratères. C'est la chose la plus extraordinaire que j'ai jamais vue. Ce fut aussi le moment le plus saisissant de toute ma carrière d'astronaute. Après la réussite des missions Apollo 7, 8 et 9, le programme était prêt pour la répétition générale du débarquement de l'homme sur la Lune. Les astronautes d'Apollo 10, Tom Stafford et Gene Cernan, descendirent avec leur module lunaire surnommé Snoopy à 15 km de la surface de la Lune. Cernan et moi sommes descendus à 13-15 km de la surface. Young est resté dans le module de commande à une altitude de 100 km. Nous avons passé la surface au radar, nous l'avons photographié et nous avons repéré l'endroit où Neil se poserait 2 mois plus tard. Et puis nous avons vu ces énormes rochers. C'était impressionnant, ils étaient plus grands que le World Trade Center. Avec la réussite d'Apollo 10, la course vers la Lune entrait dans sa phase finale. Apollo 11 pouvait maintenant décoller, emportant avec lui la promesse du plus vieux rêve de science-fiction qui allait devenir une réalité. Lorsqu'ils sont revenus, nous avons compris qu'à moins d'un événement inattendu, nous allions être les premiers à réaliser la plus grande aventure de tous les temps dans le domaine de l'exploration et de la technique. Nos voyageurs survolent la mer de la fertilité. Nous sommes le dimanche 20 juillet. Cela fait exactement 100 heures, 39 minutes et 50 secondes qu'ils sont partis. Ensuite, il a fallu séparer le LEM, le module d'excursion lunaire, de la cabine principale. C'était le deuxième moment le plus critique. Roger, how does it look? The Eagle has wings. Roger. Roger, you're a go to continue power descent. You're a go to continue power descent. Altitude now 21,000 feet, still looking very good. Velocity down now to 1,200 feet per second. You're looking great to us, Eagle. Il restait environ 30 minutes avant le débarquement proprement dit. Puis tout à coup, le responsable du guidage a dit « Nous avons un problème ». Et un des contrôleurs a répondu « C'est comme si on faisait une simulation ». Et tout le monde s'est détendu en une seconde. On a compris que ça allait marcher, car nous étions toujours plus efficaces quand il y avait un problème. Ça nous stimulait. C'était notre raison d'être. Nous étions là pour ça. À 300 mètres d'altitude, Armstrong prend les commandes manuelles. Il se met à la recherche du lieu prévu pour débarquer. Il disposait de 2 minutes de carburant pour se poser. Le voyant d'alerte s'était allumé pour nous prévenir qu'ils auraient déjà dû se poser. Mais ils étaient encore en l'air en train de chercher. Puis le contrôle nous a annoncé de façon très laconique qu'il ne restait plus que 60 secondes. Charlie Duke nous a dit
60 secondes. Il reste 60 secondes de carburant. Il faut qu'ils trouvent un endroit pour se poser où nous serons obligés de les faire revenir. Okay, all flight controllers, go for landing. Retro, go, Fido, go, guidance, go, control, go, Telcom, go, GNC, go, Ecom, go, Surgeon, go, Capcom, we're go for landing. Eagle, Houston, you're go for landing, over. Head 4 forward, drift into the right a little. 30 seconds. 30 seconds. Forward, just contact light. Okay, engine stop. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. Autant que nous puissions en juger, il restait entre 7 et 17 secondes de carburant au moment où ils se sont posés. L'atterrissage fut un grand moment de bonheur. Pas tellement pour l'instant en lui-même, mais parce qu'il signifiait la réussite de 300 000 personnes qui avaient travaillé pendant 10 ans. Nous avions réussi. C'était le succès de 300 000 personnes. Nous avons arrêté le moteur, vérifié que tout était normal et éteint la plupart des instruments de bord. Puis Nell et moi, nous nous sommes regardés. Je lui ai donné une tape dans le dos. À cet instant, nous nous sommes rendus compte que nous avions fait ce dont l'humanité rêvait depuis si longtemps. Et nous avions la chance d'avoir été choisis pour mener à bien cette merveilleuse entreprise. L'homme était dans la Lune. C'était un moment historique. Le monde ne serait plus jamais le même. Pour moi, Apollo 11 était l'accomplissement d'un rêve. J'avais toujours rêvé de voir l'homme aller sur la Lune. C'est arrivé alors que j'étais encore jeune. Et je crois que dans l'avenir, ça se révélera comme l'un des tournants de l'histoire de l'humanité. Quand Apollo 11 s'est posé, j'étais chez moi à Los Angeles. Cette nuit-là, je suis sorti pour essayer d'apercevoir quelqu'un sur la Lune. Évidemment, c'était impossible. Mais savoir que des hommes se trouvaient là-haut, ça a changé ma façon de concevoir la recherche spatiale, de concevoir ma vie et celle des autres gens. Ce jour fabuleux, il y a 25 ans, j'étais arrivé à mon poste de télévision. Personne ne m'en aurait éloigné. Madonna n'existait pas. Même si elle était entrée, je lui aurais dit « pas tout de suite ». Je retenais mon souffle. Je m'étais muni d'un micro et d'un magnétophone. Je ne savais pas ce que j'allais dire quand ça se passerait, et je tenais à l'enregistrer. Depuis Eagle, Armstrong et Aldrin contemplent l'immense cratère qu'ils ont failli rater lors de l'approche. Tout est d'un gris d'argile autour d'eux. Il fait noir dans le ciel. Après un repas calme, Neil Armstrong et Buzz Aldrin se préparent à la sortie dans l'inconnu et à la plus célèbre marche de l'histoire de l'homme. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looked beautiful from here, Neil. Quand Neil Armstrong est arrivé en bas de l'échelle et qu'il a posé le pied sur la Lune, c'était comme si le temps s'était arrêté. Je m'en souviens encore. Il y a eu une cassure dans l'histoire de l'homme. C'était le début d'une histoire nouvelle. For me, for example, it was
Pour moi, personnellement, c'était un moment de joie. C'était la première fois que l'homme allait sur une autre planète, que l'homme faisait un pas sur la Lune. Malheureusement, notre projet, le projet soviétique, s'était arrêté. En mettant le pied sur la Lune, Armstrong et Aldrin pénétraient dans un monde qu'aucun homme n'avait jamais exploré. Quand nous nous sommes trouvés sur la Lune, l'expression « désolation magnifique » m'est venue naturellement. Je n'y avais pas pensé avant, mais je trouvais qu'elle exprimait la beauté de ce que nous avions accompli en tant qu'êtres humains et en même temps la désolation qui nous entourait. Au cours de leur visite, Armstrong et Aldrin ont ramassé des cailloux, fait des prélèvements sous la surface et pris des photos. Ils ont laissé leurs appareils sur place ainsi qu'un drapeau américain et une plaque commémorative. Read the plaque that's on the landing gear of this LEM. Here men from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969, BT. It came in peace for all mankind. 100 km plus haut, à bord du module de commande, Michael Collins passe toutes les 2 heures. Il pense à ses compagnons. J'étais content de me trouver seul à bord du module de commande. J'étais bien tranquille et tous les appareils marchaient parfaitement. Mon principal souci n'était pas le module de commande, mais le LEM, le module lunaire. S'il se passait quelque chose, les 2 autres étaient bloqués sur la Lune. C'est ça qui me préoccupait. Columbia, this is Houston, AOS, over. Houston, Columbia, navigate, over. Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene. That's all right, I don't mind a bit. How is the quality of the TV? Oh, it's beautiful, Mike, it really is. Se poser sur la Lune était une première épreuve, mais pour remplir la promesse de Kennedy, il fallait ramener les astronautes sur Terre. C'était une autre épreuve. Tout le monde était préoccupé par l'étape suivante, qui devait ramener les astronautes sur Terre. Il fallait d'abord les faire repartir de la Lune. Grâce aux mêmes fusées, ils ont refait le chemin en sens inverse jusqu'au point fixé pour le rendez-vous avec Apollo. 9, 8, 7, 6, 5, work stage, engine arm ascent, proceed. Beautiful. 26, 36 feet per second up. 5 for the pitch over. Very smooth. Il est maintenant 12h55 à Houston. Les moteurs d'Eagle se remettent en marche. Les soupirs de soulagement sont tels qu'on pourrait les entendre à 400 000 km de là. Eagle Houston, 1 minute, you're looking good. Roger. L'étape suivante était le rendez-vous lui-même. Les ingénieurs de la NASA le considéraient comme l'inconnue la plus grande de toute la mission. Ce qui me faisait le plus peur, c'était le rendez-vous. Ce qui me préoccupait, c'était de récupérer cette espèce de petite carcasse à l'allure bizarre. Les 2 véhicules se rapprochent l'un de l'autre. Finalement, les sécurités s'engagent, les arrimant l'un à l'autre. Ils larguent le LEM et envoient le signal convenu pour le retour. Hello, Apollo 11, Houston, ready to go, over. Open up the LRL doors, Charlie. Roger, we got you coming home. It's well stocked. Velocity 33,000 feet per second.
Apollo 11 se dirige maintenant vers la Terre. Peu après midi, il traverse la ligne imaginaire qui sépare la zone d'attraction lunaire et la zone d'attraction terrestre. Le porte-avions de récupération USS Hornet capte un signal de tempête. Les conditions météorologiques au point d'impact en mer deviennent très mauvaises. Roger, the Hornet is on station, just far enough off the target point to keep from getting hit. Hornet reports sonic boom a short time ago. Apollo 11 file au-dessus des îles Salomon. La force d'attraction atteint 6,3 G et les parachutes se déploient. De 450 mètres, la capsule passe à 300 mètres, puis 150, avant de plonger dans la mer. Ils sont de retour, ils ont réussi l'impossible. Ce qui fut le plus intéressant dans la récupération de la capsule, ce fut les précautions incroyables que nous avons dû prendre de peur d'une éventuelle présence d'organismes pathogènes en provenance de la Lune dans l'atmosphère. C'était une de nos craintes. Nous ne savions pas si nous n'étions pas en train de rapporter quelque chose qui pût être nocif pour la Terre entière. Il fallait mettre les astronautes en quarantaine, ce qui signifie que je devais prendre toutes les mesures possibles pour empêcher la dissémination de tout organisme inconnu. Personne ne savait de quel genre d'organisme il pouvait s'agir. Quelles mesures pouvais-je donc prendre, ne sachant pas de quel organisme il fallait se prémunir? C'était une tâche assez délicate. Les astronautes sont placés dans un endroit qui ressemble à une caravane. Ils resteront en quarantaine, ainsi que leur matériel, pendant 21 jours, au cours desquels on effectuera des tests médicaux et scientifiques. Nous n'avons trouvé d'effets nocifs dus au matériel ayant été sur la Lune, ni sur les animaux, ni sur les plantes, ni sur les humains. La seule chose que nous avons constatée, c'est une croissance plus rapide de certaines plantes. Les laitues poussaient 2 fois plus vite, mais en dehors de cela, nous n'avons trouvé aucun effet. Ensuite, nous avons pris une douche et nous nous sommes reposés sur le porte-avions. Nous avons regardé des programmes de télévision qui avaient été enregistrés pendant notre vol. Quand je les ai vus, j'ai tout de suite dit à Neil, « Regarde, nous avons tout raté. » Ce que je voulais dire, c'est que ce qui s'était passé de plus important n'était pas là-haut, mais sur Terre. Je le dis maintenant, avec un peu plus de recul. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé dans l'esprit des gens sur la Terre. La mission Apollo 11 était terminée. La promesse faite au monde par le président Kennedy avait été tenue. Le flambeau allait maintenant passer entre d'autres mains, car ce n'était là que le début de l'exploration du monde inconnu de l'espace.